Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cet Indie Club. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être si nombreux et si nombreuses. On va bientôt commencer. On attend que Lorraine puisse s'installer confortablement pour partager son témoignage et vous raconter son expérience chez Payfit. Donc, je pense qu'en attendant, ce serait pas mal qu'on puisse se présenter. Donc, normalement, dans le chat, vous avez un onglet en bas à droite qui s'appelle sondage et vous pouvez répondre à la question quelle est votre fonction. Donc, est-ce que vous le voyez ou pas? Si vous pouvez me le dire dans le chat, si c'est OK pour vous. Sinon, c'est juste que j'aurais pas réussi à le mettre. C'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hello. Il y a Virginie. Attendez la libération de la salle de réunion. C'est bon, là, t'es au top. Super. Bonjour Virginie, qui est donc une des élèves actuellement en formation chez Indigo. Super. Donc voilà, qui nous répond. Donc pour ceux, donc j'ai mis plusieurs propositions dans la question du sondage. Si c'est autre, n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous faites. Ça nous permettra nous de pouvoir aussi avoir une conversation qui soit peut-être plus pertinente par rapport à vos projets et par rapport à votre métier. Donc voilà. Continuez à vous présenter, sachant que donc, vous avez le chat à votre disposition pendant toute la durée du webinaire. Vous n'avez pas vos caméras et pas vos micros, mais on sera très attentif au chat pour prendre vos questions au fur et à mesure, donc on ne vous oublie pas. Du coup, je vais me présenter à mon tour. Donc, moi, je suis responsable des formations chez Indigo et donc aussi animatrice des webinaires à côté. Et donc, mon rôle, du coup, c'est de m'assurer que les formations chez Indigo se déroulent bien, qu'on a des bons intervenants, que les élèves sont satisfaits de leur formation et que du coup, ils nous recommandent parce qu'ils ont été trop contents de leur expérience. Et voilà, donc le but, c'est d'améliorer nos programmes au fur et à mesure et de créer aussi des nouveaux modules en fonction des besoins. Pourquoi, en fait, on crée des programmes chez Indigo ? Alors, Indigo, du coup, c'est une école. C'est l'école de la responsabilité. Elle a été créée au sein du campus Maria School. Donc, Maria School, c'est un campus de 4 écoles qui a pour but de former les personnes aux compétences, on va dire, de l'avant-garde. Donc, c'est aujourd'hui les compétences qui sont indispensables dans les nouveaux métiers. Donc, on a beaucoup de compétences liées à la tech qu'on nous demande aujourd'hui, mais aussi énormément de compétences qu'on appelle des green compétences qui vont de plus en plus être demandées au métier et pas seulement aux responsables RSE. Donc, la mission d'Indigo, c'est de dire comment on peut former tous les métiers tels que le marketing, la finance, les achats, à être plus responsables en support aux directions RSE. Et donc, on en reparlera avec Lorraine, du coup, qui est responsable RSE et qui pourra, je pense, nous dire à quel point c'est important de former ces équipes pour que la feuille de route soit portée par tous les métiers et pas seulement par la responsable RSE. Je ne vais pas vous présenter tous les programmes qu'on a parce que ça serait un petit peu long. Je pense que la plus importante, la formation la plus importante pour vous, en tout cas si vous êtes à ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous parler rapidement de la formation pilote de la transition climat. Donc, c'est une formation qui dure 24 heures, qui est étalée sur 6 semaines. Et le but de cette formation, c'est de vous apprendre à piloter une feuille de route climat. Donc, en passant par plusieurs sessions déjà de remise à niveau sur les enjeux du changement climatique, sur la réglementation, sur la compréhension d'un bilan carbone, et ensuite une mise en pratique sur vraiment comment on construit une feuille de route, et aussi comment on embarque ses équipes, et on se positionne, et comment on arrive à avoir aussi du leadership lorsqu'on a l'impression de ne pas être légitime, parce que c'est des métiers qui sont super récents, et qu'on sait qu'il n'y a pas une seule voie royale pour y accéder. Et donc, c'est une formation qu'on propose depuis maintenant 1 an. Donc, on est aujourd'hui à la 5e promotion. La prochaine promo démarre le 19 juin prochain. Et donc, ça s'adresse à des personnes qui sont qui veulent rester dans leur boîte, mais qui veulent mettre en place un plan climat, puisque personne ne le fait ou personne n'a pris le lead. Donc, ils se disent, moi, je connais bien ma boîte, ça fait plusieurs années que je suis dedans, mais j'ai envie de rajouter du sens dans mes missions et de prendre ce rôle-là. Soit c'est des personnes qui veulent plutôt se mettre à leur compte et devenir consultant climat et donc conseiller des boîtes ou des assos. Il faut savoir que tous nos intervenants sont des intervenants qui sont soit en grandes entreprises comme Decathlon ou L'Oréal, donc qui ont
qui ont eu au quotidien ces problématiques-là, donc qui savent très bien quels sont vos problèmes, quels sont un peu vos défis, et aussi des personnes qui travaillent dans des startups comme Samy ou Axio, qui sont des entreprises qui accompagnent sur les bilans carbone des entreprises. Donc eux, vu qu'ils font du conseil, ils ont aussi une image assez grande de toutes les problématiques de différents secteurs d'activité. Donc c'est aussi intéressant d'avoir leur retour, et c'est souvent des boîtes en général qui intéressent les étudiants et dans lesquelles ils veulent postuler par la suite. Je vais juste du coup vous mettre dans le chat le lien du programme détaillé, comme ça vous pouvez regarder à tête reposée après le webinaire. Et je vais bientôt passer la parole à Lorraine. Je vous montre juste avant les prochains rendez-vous qu'on va avoir ce mois-ci. Donc bon, là, on commence le mois de juin avec Lorraine. On a ensuite un webinaire « Comment piloter une stratégie climat » pour vous présenter justement plus en détail la formation pilote de la transition climat et qui sera animée avec une alumni de la promo 1. Donc, vous pourrez lui poser toutes les questions en live, sachant que si vous avez besoin déjà d'autres contacts d'alumni, je pourrais vous en donner aussi. Et ensuite, on aura un webinaire plutôt sur la compensation carbone avec une personne de chez Rise qui nous expliquera comment les entreprises contribuent à l'effort climatique à travers le marché carbone volontaire. Donc voilà, donc ça c'est le petit programme. Maintenant, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, entre 1 et 5, combien vous mettez en stratégie RSE? Est-ce que c'est, donc 1, c'est vous débarquez totalement sur le sujet, 5, vous avez déjà mis en place un plan climat et vous êtes, voilà, vous êtes expert. N'hésitez pas voilà, à nous le dire, comme ça, ça nous permet d'avoir une bonne notion. Super. Ok, on n'a pas d'expert, donc on va pouvoir peut-être du coup vous apprendre des choses, donc c'est top. J'espère. Trop bien. Bonjour Victor, je vois qu'on a des anciens élèves Indigo, donc ça fait plaisir. Trop cool. Maintenant, je vais laisser la parole à Lorraine. Donc merci Lorraine d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. C'est super cool de nous partager ton expérience. Donc, avant de rentrer dans le détail de Payfit et du plan RSE, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et comment tu es arrivé là? Ok. Alors, enchantée tout le monde. Ravie d'être avec vous aujourd'hui et j'espère de pouvoir répondre au mieux à vos questions. N'hésitez pas à les partager en même temps. Comme ça, je peux un peu aiguiller aussi mon discours pour que ça vous serve. Donc, moi, j'ai rejoint Payfit il y a 2 ans et demi, en janvier 2021, en tant que responsable RSE. À vrai dire, le poste ne s'appelait pas du tout comme ça à la base. Mais mon rôle, il a toujours été le même. Je suis en charge donc de la responsabilité sociétale de Payfit. Okay. Et non pas, c'est à ça que correspond le RSE. Souvent, les gens pensent que c'est social et environnemental, alors même si ça comporte les deux. Le vrai acronyme, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, moi, je m'occupe de ça chez Payfit. Avant ça, j'étais chef de projet au sein du département innovation chez VP, qui s'appelait alors à ce moment-là vente privée encore. Ouais. Et avant encore ça, j'avais suivi une spécialisation entrepreneuriat et innovation durable dans le cadre de mon master à l'école de management de Grenoble. C'est au cours de ces études-là où j'ai commencé à un peu m'éveiller au sujet de la responsabilité d'entreprise, de l'innovation durable, du développement durable. Et ensuite, c'est au fur et à mesure de mes expériences pro en entreprise que j'ai vraiment pris conscience de manière très concrète de l'impact qu'une entreprise pouvait avoir au-delà de l'aspect business, mais bien de l'aspect environnemental et social. Et donc, petit à petit, c'est vers ça que je me suis dirigée, notamment ma dernière année chez VP, où je me suis pas mal rapprochée de la directrice RSE, parce que j'étais convaincue qu'en tant que direction innovation, on avait un rôle à jouer pour que les innovations aillent dans le sens des objectifs RSE de l'entreprise. Et voilà, Okay. c'est pour ça que je suis arrivée chez Payfit pour porter le sujet où il y avait déjà un début par des collaborateurs. Alors, si je dis Payfitter pendant le webinaire, c'est parce que c'est comme ça qu'on nous appelle chez nous, par des collaborateurs qui étaient engagés. Mais l'entreprise grandissant très vite, il y avait un besoin justement de quelqu'un pour prendre le lead et pour structurer tout ça. D'accord, parce que du coup, il y avait, je suppose, les RH qui reprenaient les sujets sociaux et les sujets environnementaux, c'était… Pas vraiment. C'était vraiment quelques collaborateurs eux-mêmes très engagés ou qui croyaient aussi en l'entreprise et en Payfit et en sa capacité à justement
se mettre sur ces sujets et avoir un impact encore plus large, Mhm. qui, de manière très bénévole, sur leur temps de travail, sur leur temps de déjeuner, se sont mis à organiser des missions, notamment de sensibilisation, ou des missions Ouais. de dons, ce genre de choses. Et puis, petit à petit, on commençait à faire de la sensibilisation, à prendre du temps sur leur temps de travail, à passer en part-time, justement pour de plus en plus organiser des actions ou des initiatives solidaires. Ok. Euh, et c'est aussi avec l'arrivée du Chief of Staff, qui était mon ancien manager, qui, lui, quand il est arrivé en 2020, a vraiment aussi sensibilisé les fondateurs sur Ouais. l'importance de prendre en compte dès maintenant, même à un stade jeune, et surtout à un stade jeune d'une entreprise qui grandit encore plus en hypercroissance, de prendre en compte tous ces enjeux-là environnementaux et sociétaux, et de ne pas attendre d'être un mastodonte où en fait ça allait encore être plus compliqué de mettre en place des Ouais. choses. Et est-ce que tu peux rappeler, du coup, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ce que fait PayFit, Ouais. justement? PayFit, très simplement, donc on est une start-up française créée en 2015 qui est spécialisée dans la digitalisation et la simplification de la gestion de paie et des processus RH, principalement à destination des TPE, PME. Et on est présent aussi au UK et en Espagne. Voilà. Donc, c'est les bulletins de paie, enfin, notamment les nôtres, Exactement, de manière très simplifiée, c'est tout à fait ça. qui sont faits par PayFit. Et alors, du coup, concrètement, c'est quoi ton quotidien? C'est quoi tes missions principales? Peut-être sans rentrer dans le détail au début, mais on va dire voilà, tes grandes missions chez Mon PayFit. rôle, c'est être la garante en fait de justement l'approche de l'entreprise en matière de responsabilité environnementale et sociale pour en faire l'une des priorités, et que l'entreprise en fait justement prenne ses responsabilités et qu'elle contribue à la construction d'une société meilleure et d'avoir un impact meilleur sur l'environnement, etc. Un peu plus concrètement, ça veut dire aussi d'agir au niveau de toutes les parties prenantes de l'entreprise, parce que la RSE, ça concerne certes en interne les collaborateurs et les dirigeants, mais ça concerne aussi les clients, ça concerne les utilisateurs, les Mm. partenaires, et c'est un impact réciproque. Je fais souvent un peu le schéma d'un oignon où je dis en fait au cœur, oui, il y a les collaborateurs, mais ensuite il y a les clients, et donc tout ce que l'entreprise fait de positif, ça va avoir un impact sur les clients. Inversement, tout ce que nos fournisseurs font comme action, ça a un impact sur nous en tant que clients. Et puis même plus largement, l'échelle de localement, si on fait des actions locales ou régionales, et puis même dans notre écosystème, c'est du donnant-donnant. Ok. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou si les gens s'attendent à une réponse peut-être plus concrète sur mon quotidien. Bah, du coup, bon, je ne dirais pas une journée type parce que j'imagine qu'il n'y en a pas trop quand on est responsable RSE, mais c'est quoi tes chantiers, par exemple, principaux? Enfin, c'était quoi tes chantiers Ouais. cette année les plus importants? Alors, grosso modo, mon quotidien, c'est principalement de la gestion de projet Ouais. et de la gestion de projets multiples, parce que j'en gère, je ne suis pas focus sur un seul projet les uns après les autres, j'en gère plusieurs en parallèle. Et c'est des projets très transverses, parce que du coup, je vais travailler avec plein de gens dans l'entreprise différentes. Donc, mon quotidien, c'est de faire avancer mes différents sujets en parallèle. Donc, ça va être de suivre la mesure de mon bilan carbone, en analyser les résultats, réfléchir aux actions à mener et construire des business cases pour la mise en place d'initiatives concrètes et durables, pour qu'elles tiennent compte aussi des différentes conséquences qu'elles peuvent avoir, positives ou négatives, sur l'aspect financier, l'aspect RH, l'aspect éthique, l'aspect business. Et c'est aussi beaucoup, je dirais, d'anticiper des besoins ou des problématiques. C'est de Ouais. les mettre en lumière auprès des principaux concernés, et c'est de réfléchir ensemble à des solutions pour pas attendre de se prendre le mur, mais au contraire de voir comment on se sert de cet obstacle qui semble être un obstacle loin pour en faire une force ou une opportunité pour l'entreprise. Ok. Et donc, avant de peut-être de définir des solutions et de trouver des idées, comment, quand tu es arrivé, ça a été quoi le premier chantier de PayFit? Ça a été peut-être, j'imagine, le bilan carbone ou des choses comme ça qui, avec un... Premier chantier, je vais aller un peu en entonnoir. Le premier chantier, déjà, ça a été de définir ce que c'est que la RSE dans une entreprise comme Ouais. PayFit. On n'est pas une entreprise, on n'est pas un grand groupe qui a des dizaines d'années. Quand je suis arrivée, on n'était pas non plus une toute petite start-up de 10 personnes. Moi, je suis arrivée, on était déjà 600.
en hypercroissance. Donc, qu'est-ce que c'est que la responsabilité sociétale et environnementale de ce type d'entreprise? Donc, il y a déjà un peu ce travail de définition, on va dire, stratégique. Qu'est-ce que nous, on a envie de faire? Qu'est-ce qui a du sens pour nous? Peut-être que nos voisins, nos concurrents font ça, mais est-ce que c'est là-dessus qu'on a envie de donner notre temps et de mettre des ressources ou non? Donc ça, c'est la première, on va dire, la première couche. Et ensuite, de manière plus précise, oui, les premières étapes, je parle tout le temps en fait du pilier environnement et du pilier social, parce que je distingue les deux et c'est des projets assez différents. Côté environnemental, oui, c'est évidemment de commencer par faire son bilan carbone, parce que ça va être la base aussi de toute réflexion d'amélioration. Et côté social, bah, c'est aussi de voir ce qui est déjà fait, parce qu'il peut y avoir plein d'actions qui sont faites côté RH, côté légal ou autre, vu qu'on ne rattache pas forcément automatiquement à une démarche sociale alors que c'en est une. Donc, c'est déjà aussi de beaucoup sensibiliser, faire de la pédagogie sur ce que c'est que la responsabilité d'une entreprise, de mettre en valeur les très bonnes choses qui sont déjà faites. C'est important aussi de les souligner. Et celles sur lesquelles on n'a pas encore mis en place d'action ou sur lesquelles on sait qu'on n'est pas encore bon, bah, c'est de faire de l'arbitrage entre, OK, sur quoi on a envie de... Quelle est notre priorité? Sur quoi on veut mettre des ressources? Quel est le risque qu'on encourt si on ne le fait pas ou en tout cas pas tout de suite? Et de justement arbitrer et de prioriser là-dedans. Et donc, pour ça, vous avez été accompagné, notamment pour le bilan carbone? Alors, pour le bilan carbone, oui. Depuis le début, depuis mon arrivée, on travaille avec Greenly. Donc, c'est avec Greenly qu'on fait notre bilan carbone. On a une relation très, très bonne et étroite avec Greenly, parce qu'on fait partie de leurs tout premiers clients. Donc, en fait, quand ils ont, commencé, on les a beaucoup aidés finalement avec nos retours à co-construire leurs produits. Ouais. Euh, Une plateforme, c'est une plateforme un peu comme ce que fait Axio ou Samy. Exactement. Axio, Samy, Carbo, Greenly, tout ça, ce sont des plateformes SaaS. C'est un premier moyen de faire son bilan carbone. Plus classiquement et de manière historique, il y avait sinon passé par des cabinets de conseil. Ouais. L'arbitrage entre faire l'un ou l'autre, ça avait été décidé avant mon arrivée. Grosso modo, pour une entreprise, l'arbitrage, il est à quel point tu as des ressources en interne qui vont pouvoir y passer du temps ou est-ce que tu veux complètement le déléguer à quelqu'un en externe. À quel point tu as du temps aussi et à quel point les données vont être faciles à trouver. L'avantage d'un cabinet de conseil, c'est que ça va faire beaucoup sur... ça va aller vraiment creuser des données, mais ça va te prendre plus de temps et ça coûte aussi plus cher. L'avantage de plateformes comme Carbo, Greenly et autres, c'est qu'on va pouvoir plugger des données. Alors, surtout quand on est, nous aussi, une plateforme une entreprise digitale, on va pouvoir plugger des données et ensuite qu'on va aller creuser. Je note notamment le commentaire de Victor Véron, parce que c'est un commentaire que Greenly a beaucoup. Il faut savoir que c'est pas, ou en tout cas plus du tout le cas. L'approche de Greenly, c'est en effet de se baser d'abord sur les infos, les dépenses, donc les facteurs monétaires, mais ensuite de venir préciser la plus grande partie des données possibles grâce à des données physiques. Je pense par exemple à tout ce qui va être travel, événements, toute la partie food, d'engager aussi les prestataires. On vient le préciser avec les données physiques et donc ça nous permet d'avoir un bilan aujourd'hui qui est à 50-50 monétaire physique. Parce que du coup, quand on parle de facteur monétaire, c'est vraiment comment on estime les émissions de CO2 juste à partir de dépenses. Exactement. Donc ça permet d'avoir une estimation, mais c'est un peu du coup, critiqué parce que c'est un peu à la louche. Et donc, en fait, souvent, beaucoup de boîtes commencent par ça, et ensuite, ils vont creuser dans le détail pour avoir justement des chiffres plus précis. Complètement. L'avantage du facteur monétaire, déjà, il existe des catégories où aujourd'hui, on peut difficilement faire autrement, parce qu'on n'a pas forcément l'information ou que c'est extrêmement chronophage et qu'il faudrait embaucher des experts pour le faire. Donc, c'est une très bonne base pour au moins avoir un aperçu de ton mix. L'approche physique, tu vas pouvoir la faire, et on la fait de plus en plus, mais tu la fais, par exemple, souvent je prends l'exemple du travel, parce que c'est un exemple qui est très parlant. En effet, tu peux avoir payé un billet d'avion Paris-New York 100 € et un billet de train Paris-Lille 100 €. Pourtant, les émissions ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir aller préciser.
Donc, moi, je récupère l'extract des déplacements réellement faits par tous nos collaborateurs. Et là, du coup, on vient y mesurer précisément de manière en flux physique les émissions qui y sont associées en faisant fi du montant qu'on a payé pour ces déplacements, par exemple. Ok. Et donc, par exemple, vous, chez Payfit, ça a été quoi vos principaux postes du coup d'émission? Genre, vous avez commencé par quoi? Vous avez dit, sur quoi vous avez mis plutôt l'accent? Nos principaux postes, c'est toute la partie digitale. Donc, ça va être publicité en ligne, toute la partie de tous les outils qu'on utilise au quotidien et les serveurs, principalement. Le deuxième gros poste, c'est les achats de services. Ouais. Qui là, en effet, alors on a lancé l'année dernière cette approche d'aller questionner tous nos fournisseurs sur eux-mêmes leur approche RSE, est-ce qu'ils ont un bilan carbone, et cetera. Mais c'est typiquement un poste où ça va être plus compliqué. C'est pas du tout impossible, mais ça va être plus compliqué d'avoir une approche 100% physique. Ouais. Bon, s'il y en a qui en connaissent, je demande, hein, je prends, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Ça, c'est le deuxième gros poste. Et le troisième, c'était travel. Et depuis, on l'a bien réduit. Donc maintenant, c'est principalement les immobilisations, et notamment parce qu'on a des nouveaux bureaux depuis quelques mois à Barcelone. Ok. Donc, ça fait tout d'un coup aussi des augmentations, mais qui s'amortissent dans le temps, évidemment, et qu'on fait attention aussi dans la manière dont on fournit nos bureaux là-dessus. Oui, parce que du coup, quand tu parles de voyage, c'était par exemple les séminaires où tu vas les faire. Les séminaires, mais même les déplacements business. On a aussi, nous, un mode de fonctionnement, on a une politique RH de télétravail hyper flexible Ouais. qui permet aussi à des collaborateurs de travailler d'ailleurs que Paris, par exemple, en France, à qui on demande de venir au bureau une fois par mois. Ok. Quand ils prenaient parfois l'avion pour faire Nice-Paris auparavant, aujourd'hui, on leur demande de prendre le train. Donc, ça réduit aussi considérablement les émissions. Ok. Bon, du coup, c'est quand même des actions quand même assez fortes. Petit, c'est d'essayer en effet de mettre en place des différentes initiatives, et peut-être que l'année dernière, on a commencé par exemple sur le sujet de sobriété énergétique. On a constaté qu'il y avait en effet beaucoup moins de personnes qui venaient au bureau, par exemple le vendredi ou pendant les vacances scolaires, ce genre de choses. Et donc, on a réduit notre espace de travail ces jours-là en fonction du flux. Et donc, ça nous permet de ne pas allumer ni le chauffage ou la clim selon la période de l'année, ni l'électricité dans certaines zones, et donc d'économiser. Et ça, on l'adapte en fait en fonction du flux. On a commencé avec juste une petite partie, et en fonction de comment ça prend, peut-être qu'on agrandira, on ira plus loin sur cette initiative-là, par exemple. Ok. Et sur les, donc ça dépend du coup que de vous. Mais quand on parle plutôt des fournisseurs et des parties prenantes, comment vous faites, par exemple, pour vos fournisseurs pour les convaincre? Est-ce que c'est plutôt un système punitif où vous leur envoyez un questionnaire et s'ils rentrent pas dedans, vous travaillez plus avec eux? Enfin, comment vous avez aussi traité ce sujet-là? C'est un sujet qui est en cours, le sujet des achats. On a depuis maintenant 1 an une personne qui est arrivée justement pour s'occuper des achats. Donc, il y a déjà, je veux dire, au-delà de la partie responsabilité, il y a beaucoup de travail à faire, même dans tout ce qui est process, Ouais. qui a été son premier focus. Mais moi, c'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup. Aujourd'hui, on a mis en place des critères, notamment pour des grosses dépenses ou des contrats importants. Aujourd'hui, je l'alimente beaucoup sur ces sujets. Je lui ai mis en avant aussi différentes chartes pour lui donner aussi des idées de choses qu'elle peut mettre en place, ou des processus ou des critères. Ouais. Avec Greenly, a posteriori, du coup, en fin d'année, à l'automne l'année dernière, on a envoyé un questionnaire à tous nos fournisseurs pour leur demander justement des informations. C'est quelque chose que moi, je reçois aussi beaucoup de la part de prospects ou clients. Type Ecovadis? Alors, type Ecovadis, mais pas nécessairement. Parfois, juste les clients, ils veulent savoir, OK, quelle est votre démarche RSE? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez un bilan carbone? Si oui, est-ce que vous pouvez nous le communiquer? Pour aussi potentiellement pouvoir affiner l'intensité carbone ou le facteur d'émission en fait qu'ils nous attribuent en tant que fournisseur. Nous, pareil avec nos propres fournisseurs. Oui, et après, la démarche idéale, c'est d'aller vers une démarche encore plus. Alors, je ne sais pas si c'est punitive, mais en tout cas
moi, je dirais plutôt vertueuse, parce qu'en fait, plus on va être d'entreprises clientes à demander des exigences à nos fournisseurs, plus tout le monde va devoir faire des efforts et s'améliorer. Donc, je le vois plutôt dans ce sens-là. Ouais. Oui, mais je disais ça dans le sens où, vu que la réglementation aussi de l'autre côté est en train de se durcir et qu'avant, Oui. vous étiez, enfin, le bilan carbone n'était pas obligatoire pour une entreprise comme Payfit. Et donc aujourd'hui, ça change aussi. Donc, vous avez aussi une pression à ce niveau-là qui fait que forcément, ça se répercute aussi sur vos fournisseurs. Ouais. Et donc, vous, là, à partir de, je crois que c'est cette année ou c'est l'année prochaine, que ça va être vraiment obligatoire sur les reports, enfin, sur la partie justement reporting extra-financier. Alors, techniquement, on est déjà dedans. Donc, avec la CSRD, ça veut dire qu'on devra publier en 2025 Ouais. le rapport qui correspondra aux critères de la CSRD, donc les critères ESG, sur nos données 2024. Okay. Pour autant, moi, ça, c'est un de nos défis et notre sujet de cette année. C'est de faire cet exercice une première fois pour 2024 sur les données de 2023, parce que ça va être la première fois aussi qu'on fait ce type de reporting. Donc, tout le travail de collaboration avec les différentes équipes concernées, d'études de quels sont les critères qu'on doit avoir. Est-ce qu'on est bien aujourd'hui en capacité de les suivre? Sinon, quel tracker on doit mettre en place pour pouvoir les suivre? Est-ce qu'il y a des actions qu'on fait ou au contraire qu'on ne fait pas, qu'on doit faire? Parce qu'on le sait, ça peut prendre du temps à mettre en place. J'en sais rien, si tout d'un coup, il y a une exigence de devoir... J'aimerais bien, mais que 100% de l'entreprise doit être formée, par exemple, au changement climatique. Bon, ça se fait pas en 2 heures. Ça veut dire qu'il faut mettre en place une formation, il faut prévoir le temps, etc. Donc, c'est tout l'intérêt de ce que moi, j'essaie de mettre en place cette année, c'est d'anticiper, de faire l'exercice une première fois pour être dans les clous et avoir mis sur les rails tous les dashboards qu'il faut pour le jour où ce sera vraiment une obligation légale. Et là-dessus, on travaille aussi avec d'autres entreprises pour mettre ça un peu en commun, pour pouvoir le partager à d'autres entreprises et simplifier le travail de tout le monde là-dessus. Ouais. Et donc peut-être que tu peux peut-être rappeler, parce que je sais pas trop ce que c'est vraiment le reporting ESG. Ouais. On a parlé donc, de bilan carbone. Exactement. Le bilan carbone, c'est à peu près bon pour tout le monde. Enfin, sinon, on peut le réexpliquer. C'est deux choses différentes. Est-ce que tu peux réexpliquer rapidement ce que c'est ce reporting qui, du coup, qui a été demandé, enfin, qui est demandé du coup à 50 000 entreprises européennes d'ici 2025, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, le reporting, le rapport RSE, en fait, c'est ça. C'est pour beaucoup, c'est la déclaration de performance extra-financière qui est classiquement demandée jusqu'à maintenant seulement aux grands groupes. Ouais. C'est tout ce que l'entreprise fait qui n'est pas lié justement, on va dire, j'essaie de simplifier, au business pur et aux performances commerciales pures, mais tout ce que l'entreprise fait qui en fait a un impact sur l'environnement, sur la société, ce qu'elle fait en interne, ce qu'elle fait aussi en externe. Et donc, c'est d'en publier un rapport pour en tenir compte de ce qu'elle a fait. Ouais. La différence aujourd'hui, c'est que donc cette DPEF devient ce qu'on appelle donc la CSRD, qui est en fait une mise à jour avec un alignement au niveau européen de ce reporting, qui est basé sur ce qu'on appelle donc les critères ESG, donc des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et avec aussi la particularité que les critères et les éléments demandés ne sont pas seulement des critères qui regardent ce qui a été fait dans l'année passée, Ouais. mais qui aussi demandent qu'est-ce qui est prévu en projection à l'avenir. Okay. Typiquement, est-ce que vous avez un bilan carbone sur l'année précédente, oui ou non, et quel en est le résultat? Mais quelles sont les actions que vous avez mises en place l'année passée? OK. Mais il y a aussi maintenant, quelles sont les actions que vous prévoyez de mettre en place et quel est l'impact que vous prévoyez d'avoir avec ces actions et ce genre de choses. Donc, il y a une des grosses différences, c'est justement cette notion de projection. Qui demande du coup qui rajoute aussi cette partie d'information, mais qui a pour objectif aussi de demander plus de transparence aux entreprises. Parce que je peux te dire qu'on a fait, j'en sais rien,
avec notre fonctionnalité sur produit de dons sur salaire, on a atteint 100 000 euros qui ont été donnés à la fin de l'année 2022. Super. Mais ça ne te dit pas, est-ce que j'ai prévu, par exemple, d'arrêter cette fonctionnalité en 2023 ? Parce que je ne peux pas le dire. Alors que là, on devra dire, voilà ce qui s'est passé avant, mais voilà aussi ce qu'on prévoit de faire, quel niveau d'amélioration ou non on prévoit de faire. Donc, c'est un enjeu de transparence que je trouve intéressant. Ouais. Et c'est en termes du coup de fréquence, est-ce que donc il y a Andrea qui demande si le bilan carbone durée uniquement de manière périodique. Est-ce que donc ce reporting et ce bilan, c'est tous les combien que toi tu le fais de manière continue, comment tu t'organises sur ça? Traditionnellement, il va être fait une fois tous les ans ou tous les 2 ans, ça dépend des entreprises. Ok. Nous, on le fait de manière continue. C'est l'avantage aussi de ce fonctionnement qu'on a avec Greenly, c'est que en fait, je le fais de manière continue, c'est-à-dire qu'on a pu connecter certains de nos outils, notamment comptables, notamment de différentes plateformes, la manière dont on utilise nos serveurs, la manière dont on fait des campagnes de publicité en ligne. Ça, c'est connecté en direct avec Greenly, donc quasiment en temps réel, je peux avoir l'information des émissions. Ouais. Et je finalise un bilan par trimestre. Donc, par chaque trimestre, j'ai la photographie de OK. Du coup, je vais pouvoir expliquer un peu plus ce que c'est que le bilan carbone. Donc, par trimestre, on fait justement cette photographie de se dire OK, sur ce trimestre, voilà ce que l'entreprise a émis comme émission et quelles en sont les causes. Pour expliquer à Zanabou, du coup, ce que c'est que le bilan carbone. Le bilan carbone, c'est la mesure, en fait, des émissions de CO2, de carbone, mais pas que, des émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on parle de CO2 équivalent, parce que c'est ramené à la mesure carbone, mais c'est tous les gaz à effet de serre dont l'entreprise est responsable. Donc, traditionnellement, on parle de scope. Donc, il y a les émissions directes, mais il y a aussi les émissions indirectes. Donc, typiquement, il va y avoir l'électricité que l'entreprise consomme avec ses bureaux. Il va y avoir les déchets qu'on émet au bureau, mais il va y avoir aussi ce qu'on appelle aussi l'importance du scope 3. Et chez Payfit, c'est 98% de notre bilan carbone. Donc, c'est notre bilan carbone, grosso modo, qui vont être le fait d'être une entreprise, on génère en fait des activités qui génèrent elles-mêmes des émissions. Typiquement, le fait d'être une entreprise, on a des salariés à qui on demande de tous les jours venir au bureau et rentrer chez eux. Ces déplacements-là, selon la manière dont ils le font, ils émettent plus ou moins d'émissions. Et ça, c'est l'entreprise qui en est responsable. Si l'entreprise n'existait pas, à ce moment-là, ces collaborateurs ne viendraient pas de chez eux à notre adresse à nous et potentiellement, ils travailleraient autrement. Ou ils ne voyageraient pas entre, j'en sais rien, Londres et Paris parce qu'ils ont besoin d'aller se voir entre collaborateurs. Ça comprend aussi, du coup, les émissions qui vont être dues. Alors, nous, étant une entreprise digitale, vont être dues à nos serveurs, qui vont être dues à toutes les prestations intellectuelles, de services qu'on va demander. Le fait, en fait, de faire travailler tout un écosystème, tout ça, c'est des émissions qui sont émises et dont l'entreprise est responsable. Et donc, le bilan carbone, c'est quel est le total des émissions d'une entreprise ou à l'échelle individuelle dont toi, tu es responsable. Ouais. Et d'ailleurs, je recommande à tout le monde de s'amuser à mesurer son bilan carbone en ligne. C'est un site pour le faire, exactement. Et donc, par exemple, je prends un exemple qui n'a aucun rapport, mais donc une entreprise comme Total va être responsable des émissions générées par les personnes qui conduisent et qui utilisent son pétrole. Exactement. En fait, c'est pas juste je suis responsable de mon usine qui fabrique de l'essence, mais je suis responsable aussi de sa consommation. Et en fait, comme tu disais, c'est les 3/4, plus de 90% des émissions viennent de ce périmètre-là. Et le problème aussi aujourd'hui, c'est que c'est pas, je ne sais plus si aujourd'hui c'est obligatoire, mais c'était pour beaucoup d'entreprises, on leur demandait que le 1 et le 2. Et le scope 3 n'était pas obligatoire, alors qu'en fait, c'est le plus émissif. Donc, c'était. Voilà. Mais si jamais vous avez d'ailleurs des questions sur le bilan carbone, sachez qu'on a fait aussi on a fait des webinaires qui sont sur YouTube, donc qui sont gratuits. Donc, c'est Join Indigo. Et sur notre site internet aussi, on a pas mal d'articles. Donc, si vous avez envie de creuser le sujet du bilan carbone, n'hésitez pas. Je crois qu'on a juste une dernière question. Critères principaux qu'aurait un projet RSE soit approuvé chez Payfit, c'est une super question.
Mon fonctionnement aujourd'hui, c'est, je vais essayer de prendre un exemple concret pour que ce soit plus simple. Et ben, par exemple, en 2021, on a mis en place le forfait mobilité durable. Donc, le forfait mobilité durable, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une initiative du gouvernement pour, au-delà de rembourser 50% de manière obligatoire les abonnements de transport type Navigo à Paris, il y avait une proposition que l'entreprise finance aussi, enfin subventionne, les déplacements qui sont faits de manière responsable, enfin éco-responsable. Donc, le vélo et donc ce qui va avec, l'achat d'un vélo ou l'abonnement, par exemple, d'un vélo personnel ou d'un Vélib. Ouais. Et donc, pour ça, on ne peut pas juste dire, OK, est-ce qu'on peut mettre le forfait mobilité durable? Il y a toute une palanquée de critères à regarder. C'est comment ça se met en place, comment ça va fonctionner de manière, même en termes de procédure. Qu'est-ce que je fais si un salarié dit, en fait, moi, je n'ai pas d'abonnement Navigo parce que je ne prends pas le métro. Moi, par contre, j'ai un vélo et je voudrais que du coup, mon casque et peut-être mon abonnement de vélo soit remboursé ou payé par Payfit. Et donc, pour ça, moi, je construis ce que j'appelle en fait des business cases. C'est la même chose que pour un business case. Je construis et en fait, je fais un état des lieux. Voilà la situation aujourd'hui. Voilà les usages. Donc, potentiellement, ça peut passer par un sondage ou par de l'analyse de données de, OK, aujourd'hui, combien de salariés ont un abonnement Navigo? Combien l'utilisent vraiment? Combien le combinent avec du vélo ou autre? Ensuite, je vais regarder le coût aussi des différentes solutions qui vont être proposées pour mettre en place le forfait mobilité durable. Ça va me proposer différents scénarios sur lesquels je vais pouvoir en fait arbitrer entre l'impact financier pour l'entreprise ou le gain financier, l'impact d'un point de vue économie, évidemment, réduction carbone, parce que à quel point ça va me permettre de réduire ou non mon bilan carbone. L'impact potentiellement sur le bien-être des employés. Est-ce que c'est quelque chose qui va l'améliorer ou au contraire le détériorer? Si c'était sur un autre projet, est-ce que ça va avoir un impact sur le chiffre d'affaires, sur la marge, sur plein de choses. Et donc, ces différents critères, je les aligne. Je dis, ça a un impact très positif là-dessus, un peu négatif là-dedans. Et ensuite, avec les personnes concernées, donc les responsables des différents départements qui seront impactés, on arbitre tous ensemble et en connaissance de cause. Voilà, j'espère qu'Andrea, ça répond à ta question. Sinon, n'hésite pas à me remettre un petit commentaire. Et pour Laure, pensez-vous passer à la certification B Corp? On l'a étudié à l'automne l'année dernière. On avait commencé le projet, ne serait-ce que juste de s'évaluer, de savoir, OK, si aujourd'hui, on voulait passer la certification, quel était notre score actuel. Malheureusement, avec le contexte, on a dû mettre ça en pause, on a dû prioriser d'autres projets. Donc, pour le moment, ce n'est pas de nouveau revenu sur le devant de la scène et en tout cas, ce n'est pas une priorité. Aujourd'hui, là, je préfère me concentrer notamment sur la préparation de toute la collecte de données et toute la coordination des différentes équipes pour tout ce qui va être reporting, qui, in fine, d'ailleurs, pourrait servir à simplifier le passage d'une certification type B Corp. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet prioritaire. J'ai perdu Oriane. Je ne sais pas si Oriane est toujours là. C'est bon. Ah, attends. La revoilà. Pas de souci. Mon Wi-Fi m'a lâché totalement sans prévenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je me suis mis en partage de co. Pas de souci. J'ai juste répondu du coup à la question sur la certification B Corp en expliquant qu'on avait commencé à étudier le sujet l'année dernière et puis qu'on l'avait mis en pause et que là, je me concentrais plutôt sur le reporting de la CSRD qui pourrait simplifier le travail de reporting pour B Corp, mais qui du coup n'était plus l'objectif premier. Et pas d'autres labellisations RSE? On a vu une question plus haut de Joël qui demandait pensez-vous aller vers une labellisation RSE qui peut être autre? Non plus. Non. Enfin, justement, on avait étudié les différentes certifications, labellisations. Celle qui avait le plus de sens pour une entreprise comme Payfit, ce serait B Corp. Mais pour le coup, du coup, on l'a mis en pause et ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ouais. Faut savoir prioriser aussi. Et d'ailleurs, je profite de cette petite transition pour savoir, toi, quelles sont, selon toi, les compétences justement indispensables dans ton métier
Je pense que, notamment à la remarque d'Andrea, ça va pas être évident de défendre ces projets, de les faire passer au niveau de direction. Donc peut-être nous dire voilà, quelles sont les compétences indispensables et aussi peut-être nous dire aussi comment ça se structure, donc avec qui tu travailles, pour aussi qu'on comprenne quels sont tes interlocuteurs dans tout ça. Alors, les compétences, celles qui me viennent en tête assez automatiquement, ça va être de l'autonomie et d'être très proactif. Parce que justement, il y a un côté un peu d'anticipation et de voir avant les autres ce qui arrive ou ce qu'on doit faire. Donc il faut être autonome, il faut être proactif. D'aimer la gestion de projet transverse, parce que c'est là la clé. C'est pas des projets que je mène toute seule ou que je peux mener toute seule. Ce qui vient du coup avec le côté d'être assez multitâche et de savoir établir des priorités. D'être à l'aise avec le fait de dire non aussi. Parce que ça a été un vrai truc ma première année. Je suis arrivée et tout le monde avait énormément de bonnes idées qu'ils voulaient mettre en place ou des causes qu'ils avaient envie de soutenir. Et en fait, c'est compliqué parfois de dire non. On a envie de soutenir plein de causes, mais tout n'a pas forcément du sens, ou en tout cas, tout ne peut pas être fait en même temps. Donc, il faut savoir aussi, on va dire, gérer son effort pour se concentrer sur une chose après l'autre. Et moi, je vise toujours le côté d'être très axée sur les résultats. Ce qui peut être compliqué en RSE, c'est qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de choses hyper intéressantes à faire. Mais il y a aussi beaucoup de mots. Et moi, ce que je trouve passionnant et ce qui fait aussi qu'on ne se perd pas dans ce rôle, je trouve, c'est quand on est orienté résultat, quand on est orienté aussi être capable de mesurer l'impact. Une question qui revient beaucoup, que moi je pose beaucoup quand on me suggère une idée ou une initiative, c'est OK, mais qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que ça va apporter, combien ça va apporter si c'est un gain financier? Combien ça va apporter qu'est-ce que ça va apporter si c'est en bien-être? Mais comment tu le mesures, ce bien-être? Parce que oui, on peut se dire super, c'est sûr que ça va nous permettre d'économiser du carbone. OK, mais par rapport au coût que tu vas mettre dedans, à quel point en fait ça va vraiment te permettre de réduire? Typiquement, dans le cadre de l'environnement, et du bilan carbone, les actions les plus visibles sont rarement celles qui ont le plus gros impact de réduction. Ouais. Alors oui, enlever les verres en plastique et les remplacer par des gourdes au bureau, c'est super. Mais d'un point de vue, empreinte carbone, c'est minime. Les gobelets en plastique dans un bureau, tu les vois même pas à l'échelle de ton bilan carbone. Si à côté de ça, tous tes employés se déplacent tout le temps en avion, par exemple. Et pourtant, les gens ne les voient pas se déplacer en avion. Donc, il y a aussi un truc comme ça qui est très important, d'avoir toujours en tête les ordres de grandeur, les expliquer pour que les gens aussi, tout le monde prenne conscience de ça. Et du coup, la suite, c'est avec qui je travaille. En fait, je travaille avec tout le monde. Alors, principalement, les directions finances, légales, RH, communication. Mais j'ai aussi des points mensuels ou en tout cas tous les 2 mois avec le CEO et le co-CEO. Tu es rattachée quand même très, très Je suis directement. rattachée, je fais partie du département stratégie en effet, et je suis rattachée du coup à notre Chief Strategy Officer qui elle-même est rattachée au CEO et qui est aussi membre du COMEX. Donc ça me donne aussi cette vision transversale et globale de ce qui se passe dans l'entreprise. Selon les projets, peut-être que je vais me rapprocher du produit, de la tech ou du marketing. Mais voilà, moi je travaille avec beaucoup de métiers différents et beaucoup de niveaux hiérarchiques différents. Ok. Et comment tu fais du coup pour te former en continu maintenant voilà, tu es dans le métier, pour te renseigner sur la réglementation, pour te mettre à la page, quelles sont un peu tes ressources ou tes conseils? Alors, je lis beaucoup de contenu. En fait, je suis beaucoup sur LinkedIn, tout en étant très, très, très consciente de la bulle que ça crée. Et non, mais c'est un vrai truc. LinkedIn, l'algorithme fait qu'à partir du moment où tu commences à liker du contenu, typiquement sur les sujets environnementaux ou autres, tu ne vois plus que ça et du coup, c'est un peu biaisé. Donc, c'est important de regarder ailleurs et de se rendre compte que
t'as l'impression que sur LinkedIn, t'as l'impression que du coup, tout d'un coup, tout le monde est devenu hyper écolo. C'est important de se rendre compte que c'est pas encore du tout le cas. J'écoute des podcasts et en fait, j'échange énormément avec d'autres personnes. J'ai la chance de faire partie de différents réseaux comme ESG Connect qui a été créé par Greenly, Impact at Work de Vendredi. Et donc, que ce soit par Slack ou par des petits déj qui sont organisés régulièrement par France Digital notamment, ça nous permet en fait de rencontrer des gens qui font le même rôle que moi. Alors maintenant, il y a plein d'intitulés de postes différents, que ce soit responsable RSE, impact manager, sustainability officer, je ne sais pas. Mais en tout cas, les problématiques sont souvent similaires. Et donc, c'est intéressant d'échanger. Après, j'ai vu qu'il y a une question sur les formations en tant que telles. Je ne sais plus qui l'avait posée un peu plus haut. Il y a sur la formation RSE. Exactement. Je me renseigne régulièrement sur ce qui existe. J'avais échangé, par exemple, il y a plusieurs mois avec EcoLearn. Et en fait, c'est aussi comme ça que j'avais découvert la création de Indigo. Et Indigo, pour information, je l'ai poussé à notre équipe finance à l'automne, qui du coup a eu la chance de pouvoir bénéficier de cette formation tous ensemble, qui en sont tous ressortis hyper contents. Pourquoi l'équipe finance? Parce que ça fait partie des équipes avec lesquelles je travaille le plus, notamment sur tout ce qui est projection du bilan carbone prévisionnel, etc. Et je trouvais ça important qu'eux aussi aient les clés et les compétences pour le faire. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai pas fait de formation spécifique, moi, en plus. J'apprends au quotidien comme ça. Ce qui est intéressant avec ces nouveaux métiers, c'est qu'il y a énormément de manières d'y accéder. Moi, j'ai fait un master RSE à Paris, le master des Léonard de Vinci, qui s'appelle Management de la RSE. Mais alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a aussi le temps que vous avez envie de consacrer à ça. Souvent, c'est des masters d'1 ou 2 ans. Donc, il faut avoir du temps. Moi, je l'ai fait en alternance chez Total. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant 1 an parce que j'avais le temps, parce que je sortais d'études et que je voulais pas aussi tout de suite travailler, que j'avais envie de me former sur ces sujets-là. L'avantage, c'est que c'est des très très bons diplômes et qu'on peut voir énormément de sujets, que ça soit du coup la finance, la réglementation, les droits de l'homme. Sur 1 an, on a le temps de faire énormément de choses. Et moi, j'ai même eu le temps d'avoir 6 mois de projet où on a aidé une boîte, donc vraiment du très concret. Après, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens que je rencontre me disent qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire une formation qui dure 1 ou 2 ans, qu'ils ont déjà ils ont déjà énormément de compétences parce que ça fait pas mal d'années qu'ils travaillent et que par exemple la gestion de projet, typiquement, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent, qu'on gère des projets écolos ou non, c'est une qualité qu'il faut avoir, tout comme les autres qualités que tu disais, l'autonomie ou la pédagogie, c'est des choses qu'on peut déjà avoir en soi. Ce qu'il faut, c'est souvent ce qui nous manque, en fait, c'est la légitimité. Sur ces sujets-là, on se dit, mais en fait, j'y connais rien. En fait, non. Vous connaissez peut-être pas la réglementation et peut-être que le bilan carbone sera encore un peu flou, mais vous avez des compétences, des soft skills qui sont bien présentes et ça, faut pas cracher dessus, il faut pas les jeter à la poubelle. Et du coup, nous, ce qu'on propose justement en partie avec Indigo, c'est en fait un format qui est assez court pour des personnes justement qui travaillent. Donc, c'est pour ça que les horaires, c'est le soir, de 18h à 21h. Et c'est un format qui est court pour justement des personnes qui voulaient pas forcément se relancer dans des longues études, mais qui voulaient aujourd'hui connaître les enjeux principaux, la réglementation, comprendre ce qu'est un bilan carbone, savoir le lire et savoir en tirer des recommandations. Et aussi connaître tous les nouveaux types de business models qui sont en train d'apparaître. Donc, comment on va sortir d'une économie dite linéaire aujourd'hui à l'économie circulaire? Quels sont ces nouveaux concepts? Comment on conçoit des nouveaux produits plus responsables quand on travaille, par exemple, au marketing? Et donc, voilà, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment ça, c'est d'ajouter à ces compétences actuelles cette patte verte pour des personnes qui considèrent qu'ils ont déjà accumulé pas mal d'expérience. Après, c'est pas forcément... Nous, on a beaucoup de personnes qui ont déjà travaillé. C'est pas forcément une formation pour des jeunes diplômés, par exemple, même si on en a, mais souvent, ils ont envie un peu de se former avant. Mais on ressort avec des outils, des méthodes, un réseau, parce que c'est des promos de 20 personnes. Et surtout, on se sent plus légitime, parce qu'on se dit, OK, maintenant, j'ai ça sur mon CV. Et donc, on a plus envie de se lancer et on se sent plus à l'aise de postuler à des offres. Et puis, vu aussi qu'on a été en contact avec des profs qui
dans des boîtes, on peut aussi après avoir un peu une mise en relation plus facile en les contactant directement. Donc voilà. Après, moi, je sais que du coup, en formation vraiment RSE, je sais que toutes les grandes écoles en proposent. Il y a l'IAE de Gustave Eiffel aussi, en région parisienne. Moi, ça s'appelle Léonard de Vinci. Donc, il y en a de plus en plus. Il y a Dauphine qui en propose. Et Donc, je rejoins voilà. le commentaire de Joël sur l'aspect pragmatique opérationnel. Pour avoir échangé et pour m'être souvent renseignée, il y a beaucoup de formations qui vont être presque trop théoriques. Alors, il y a plein d'outils qui sont très bien à connaître sur de la RSE, mais finalement, si demain je devais recruter, je préfère 10 fois quelqu'un qui va être curieux et qui va avoir le moteur. Je pense notamment à la question sur les difficultés rencontrées ou les freins pour mettre en place des projets, qui va avoir justement cette capacité de gestion de projet, d'être un peu multitâche, d'aller chercher des solutions et de avoir aussi à cœur, je dirais, de faire le lien entre le business et la RSE. Pendant très longtemps, les 2 ont été mis, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu fais du business, mais tu peux pas être responsable, soit tu es responsable, mais alors du coup, ton business, ça marche pas. Moi, je suis convaincue de l'inverse. Il y a plein d'études qui le montrent qu'une entreprise responsable et une bonne stratégie RSE, ça aide à la performance globale de l'entreprise. Ouais. Et d'ailleurs, quand je reviens sur les business cases et sur les critères que j'évaluais des questions précédentes, le nombre de fois qu'en fait, j'ai finalement amené avec moi ma casquette RSE, une idée, une action ou d'initiative qui, in fine, aurait un impact positif sur mon bilan carbone, mais qui finalement, l'impact le plus intéressant, il allait être financier, c'est très courant. Ouais. Alors, c'est pas à chaque fois, mais c'est très courant. Je prends un exemple très concret sur le sujet, par exemple, des serveurs. Optimiser l'utilisation de nos serveurs, ça a certes un impact, ça aurait certes un impact positif sur le bilan carbone, parce que du coup, on utiliserait mieux les serveurs et donc on aura peut-être besoin de payer des serveurs, j'en sais rien, moins importants ou moins gros, on va dire, si je simplifie. Mais du coup, ça a aussi un impact économique qui, pour des personnes à qui, oui, elles ont envie de t'aider sur des sujets environnementaux, mais elles ont un objectif premier qui est financier ou qui est d'un ordre business. C'est aussi comme ça que tu vas les convaincre et tu vas pouvoir lever des freins. C'est leur montrer l'intérêt et leur montrer que je leur demande pas de juste faire une bonne action pour la planète ou pour une cause. Je leur montre l'intérêt que ça va avoir, comment ça va les aider dans leur quotidien, comment ça va les aider à atteindre d'autres objectifs. Et c'est comme ça que je préfère réfléchir et que si j'ai besoin d'apprendre des outils ou comment faire une matrice de matérialité, etc., je vais trouver plein de contenus en ligne Ouais. pour le faire ou des formations très courtes, très pratiques comme Indigo ou comme d'autres qui vont être très, très orientées en effet pragmatiques, c'est le bon mot de Joël, plutôt qu'en effet une formation très longue qui va m'apprendre énormément de choses. Ouais. Et si quelqu'un a envie de passer à l'action, et surtout j'ai vu dans le sondage au début qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui en reconversion, j'imagine que vous êtes dans des profils où en effet vous avez envie d'y aller, envie d'agir. C'est l'énergie que vous y mettez et la curiosité. Je rebondis aussi sur la question du temps que ça me prend. Le temps que ça me prend en fait de mettre à la page, c'est un peu quotidiennement. Je suis un peu quotidiennement sur LinkedIn. J'écoute un podcast le matin ou le soir, plusieurs fois dans la semaine, d'interviews. Je lis. Est-ce que tu as des podcasts à nous recommander, des personnes à Faudrait que suivre je sur LinkedIn regarde. peut-être? Souvent, en fait, je cherche dans la barre Explorer soit des noms d'intervenants. Je connais Basilic. Et des basiques. J'ai longtemps écouté le podcast Enfin, mais qui s'est terminé, que je trouvais très bien fait. Il y a celui du Monde aussi. Ouais, celui du Monde. Maintenant, il y en a de plus en plus qui se sont créés avec des rubriques spécifiques sur la responsabilité des entreprises, sur des actions mises en place. Et parfois, même sur des podcasts généralistes, ça va être des personnes qui sont, elles, très engagées ou qui sont dirigeantes d'entreprises responsables ou qui sont responsables RSE, qui en fait interviennent sur des podcasts juste de partage d'expériences qui ne sont pas forcément. Il faudrait que je retrouve les noms là, j'ai pas les noms en tête comme ça. Mais en fait, ça me prend. C'est un peu comme
je lis la presse, je lis l'actualité, bon, bah, je lis ce qui se passe et pour me tenir au courant de la réglementation, le gain de temps qu'on a à faire partie d'un réseau et du coup à échanger avec d'autres personnes, c'est qu'on bénéficie du temps que les autres ont passé et vice versa, pour se tenir à la page de ces sujets. Et par des webinaires. Et par des webinaires, évidemment. Pour le coup, j'en ai beaucoup suivi, j'en suis La régulièrement. réglementation, il y en a énormément. Enfin, nous, on en a fait un Ouais. il y a 2 semaines sur la taxonomie européenne. On en Ouais. a fait il y a 1 mois sur la CSRD. Et c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement parce J'en ai que beaucoup. c'est chiant de se renseigner sur la réglementation. C'est pas forcément le truc qu'on a envie d'écouter un podcast de 3 heures où on sait qu'on doit le faire, mais c'est pas forcément un sujet qu'on a envie de creuser. Et du coup, nous, on essaye de le faire sous forme de webinaire et de rendre ça assez interactif pour que ça passe un petit peu mieux. Mais c'est moi ce que je dis de toute façon aux étudiants, c'est que nous on va vous former à un instant T, on va vous donner des bases et tout, mais en fait à vous de vous créer C'est votre de expérience. l'apprentissage continu. C'est ça qui fait que c'est intéressant, mais ça demande aussi en effet d'être continu. Enfin, ça demande une ouverture d'esprit et d'être OK avec l'inconfort que ce qu'on a cru vrai ou en tout cas ce qui a été vrai à un moment peut avoir changé, évolué. Et donc de rester hyper ouvert au changement. Faut aimer le changement de manière générale dans ce métier. C'est ça. Toujours être en veille, exactement. On va bientôt terminer ce webinaire. Si vous avez des questions, il nous reste encore 2-3 minutes auxquelles on peut répondre. Normalement, on a répondu à toutes les questions du chat. On a essayé d'aborder différents thèmes et de vous donner en tout cas des billes et des conseils. Voilà, je vous laisse peut-être 1-2 minutes pour penser à vos dernières questions. Hop. Moi, si je peux terminer, parce que je vois aussi la question notamment sur le fait que ça s'apparente fortement au métier de responsable de projet. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être que d'autres personnes ne sont pas d'accord avec nous et c'est complètement OK. Moi, c'est vraiment comme ça. De base, j'ai plus une casquette, enfin une formation même de gestion de projet que de personnes engagées sur ces sujets. Parce que mon métier, c'est de mettre en place des initiatives, c'est de gérer des projets qui ont pour sujet en fait l'impact environnemental, l'impact social. Du coup, le principal, il est en effet de s'informer, de rester ouvert d'esprit, de rester humble aussi, parce que rester positif. Enfin, faut être honnête, quand on baigne toute la journée là-dedans, parfois on se dit: «Mais comment on va y arriver?» Mais il y a plein de choses à faire et donc c'est de s'accrocher à la fois sur des quick wins qui donnent aussi et qui montrent qu'on a un impact très concret, tout en avançant sur des projets qui vont être plus complexes, plus long terme, mais qui vont avoir un impact tout aussi important. Il faut être conscient et notamment en entreprise, les discussions, elles peuvent être hyper inconfortables parfois parce qu'elles viennent remettre en question beaucoup des habitudes et des croyances de chacun. Elles sont pour autant nécessaires pour avancer, pour s'engager. Et je reviens à cette importance d'être capable de mesurer l'impact parce que c'est ça qui est clé pour présenter la RSE comme un facteur et une source de performance de l'entreprise. Si vous voulez pas être vu comme, je sais pas, le bobo écolo qui oui, oui, c'est bien de planter des arbres, on le fera quand on aura le temps, mais que vous le présentez justement comme une vraie source de performance pour l'entreprise, c'est là aussi où vous trouvez votre légitimité. Ouais. Et je vois qu'il y a une autre question, non? La répartition entre social et environnemental dans mes actions. Je suis quand même, je dirais 60%, 65% environnemental. Aussi par intérêt personnel et dans tout ce qu'il y avait à mener jusqu'à maintenant chez Payfit et encore aujourd'hui. Et aussi parce que chez Payfit, notamment dans le volet social, il y a une grosse dimension qui va être le sujet de bien-être des collaborateurs, tous les piliers qui vont concentrer la diversité, l'inclusion, l'éthique, qui aujourd'hui c'est pas des sujets que moi je gère en direct, qui sont des sujets côté RH et légal. Donc moi, dans mes actions à moi, je vais avoir plus de temps à attribuer à l'environnemental. Et pour la fierté à vous partager, j'ai des super résultats. Ce que j'adore dans mon job aujourd'hui, c'est que je sens et que je vois un impact très concret, ne serait-ce que
Quand je vois des collaborateurs qui sont allés faire des missions sur leur temps de travail et c'est du concret, ils sont allés donner de leur temps, ils sont allés rencontrer des gens qu'ils n'auraient pas rencontrés autrement. Quand je vois le volume de billets d'avion qui diminue et qui est remplacé par du train, ou peut-être aussi que du coup les gens se sont posé la question à 2 fois, à se dire: «Est-ce que j'ai vraiment besoin de venir à ce moment-là ou est-ce que c'est pas quelque chose que je peux faire autrement?» Bah, ça, c'est de l'impact concret. Je vois l'impact au quotidien et donc c'est ça aussi qui me ravit et qui me dit: «OK, on peut continuer d'avancer». Oui, et puis le fait d'avoir même initié la stratégie RSE, enfin, t'es arrivé, Ouais. il y avait rien, quoi. Donc c'est Et oui, rien que d'avoir des discussions aujourd'hui qu'il y a 2 ans quand je les soulevais, les gens me disaient: «Ouais, ouais, non mais j'ai envie de t'aider, hein, mais je vois pas trop comment». Alors qu'aujourd'hui, c'est des gens qui potentiellement me disaient ça et qui aujourd'hui me disent: «Tiens, j'ai vu passer ça, qu'est-ce que tu ouais. en penses? Est-ce que c'est un sujet qu'on peut étudier?» Ça, on sent aussi le changement. Alors ça prend du temps et peut-être qu'il faut terminer là-dessus, mais enfin la légitimité, elle ne s'acquiert pas en étant soi-même entièrement un modèle de responsabilité. Beaucoup, enfin le quotidien, je me fais charrier dès que quelqu'un me voit en train de faire quelque chose qui est peut-être pas forcément le plus écologique. OK, mais j'ai jamais prétendu en arrivant ici que j'étais moi-même enfin Un un modèle. modèle sur ces sujets. Il y a encore plein de choses que j'ai à améliorer. Pour autant, je me sens pas moins légitime à pousser des actions sous prétexte que, ben, oui, j'ai pas eu le choix, j'ai dû aller à un mariage en Corse et pour autant, c'est pas faute d'avoir regardé de prendre le ferry, mais ça me coûtait 5 fois plus cher et j'avais pas le budget. Donc je suis pas fière d'avoir pris l'avion pour aller en Corse, mais pour autant, je me dis pas: «Mince, faut pas que je vienne au bureau pendant une semaine, parce que si quelqu'un sait que j'ai pris l'avion, il va pas vouloir actionner mes projets». Enfin, on Ça veut reste dire humain et on essaye tous de faire mieux. Si tout le monde essaie de faire mieux, ce sera déjà bien que si une seule personne est parfaite, mais que le reste s'en fiche. Donc, c'est déjà bien d'en sentez-vous avoir. légitime à partir du moment où vous vous mettez dans ces sujets. Ouais, c'est déjà bien d'en avoir conscience et de Ouais, toute façon, enfin, chacun est écolo aussi à sa manière. Il y a des choses sur lesquelles, pour une personne, ça va être plus facile, je sais pas, d'arrêter bien sûr. l'avion. Pour une autre personne, ça va être, je sais pas, aller à vélo au taf. Enfin, on n'a pas la même sensibilité et on est tous différents. Mais et je pense que ce qui est pire, c'est justement quand tu pointes du doigt parce que enfin, ça encourage plus l'inaction qu'autre chose. Mais Ça fait pas avancer, de shamer les autres, sur une action une fois, voilà. Il vaut mieux, hyper d'accord. réfléchir tous ensemble à comment on évite la prochaine fois. Exactement. Et c'est bah, exactement les valeurs, nous, en tout cas, qu'on vécu chez Indigo. C'est comment on peut vous aider à passer à l'action et c'est pas montrer du doigt et regarder ce que les autres font pas, mais c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Et c'est voilà, beaucoup plus entraînant et positif. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton partage, Lorraine. C'était Merci à vous et merci pour toutes vos questions, c'était hyper intéressant. plein d'insights. Alors, du coup, je partagerai le replay sur YouTube. Il y aura aussi un article sur le site. N'hésitez pas, si vous voulez prolonger la conversation, que ce soit avec moi, plutôt côté Indigo, côté formation, ou avec Lorraine, plutôt sur Payfit. Vous pouvez nous ajouter sur LinkedIn. Tout à fait. Et je vous partage juste la page avec nos prochains événements. Comme ça, si vous voulez vous inscrire dès maintenant, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Ils sont tout le temps à l'heure du déjeuner, ils sont tout le temps gratuits. Si vous connaissez même des personnes qui veulent intervenir, on est tout le temps preneurs. Ce n'est pas c'est gratuit, c'est du volontariat. Mais on est tout le temps, voilà. Moi, je suis toujours ravie de rencontrer des personnes avec qui échanger, donc n'hésitez pas à me le dire. Et alors, Zénabou, je te propose qu'on en rediscute sur LinkedIn si tu veux, du coup, m'ajouter. Donc, mon nom s'affiche là. Et on pourra échanger sur ton parcours ici. Voilà. Merci à vous tous et bonne pause déjeuner. Très bonne journée à tous, au revoir. Au revoir Lorraine. Merci beaucoup.